La grande édition sur i24 News. Bienvenue, votre rendez-vous quotidien en direct avec l'actualité du Moyen-Orient. Au programme ce soir. Sur terre, sous terre, dans les airs et jusque dans l'espace, le programme de Tsahal qui élabore son plan pluriannuel. Il est censé couvrir l'ensemble des fronts, des défis à l'horizon 2030, avec un accent particulier mis sur l'Iran, le Liban et la Judée-Samarie. On note donc ce saut capacitaire inédit puisque l'armée israélienne prévoit des opérations vers et depuis l'espace. En ligne de mire, entre autres, les satellites iraniens. Question frontale, Israël anticipe-t-il un embrasement régional? Nous tenterons d'y répondre au regard des signaux perçus lors des entretiens Trump-Netanyahou. Autre signal, celui envoyé par la population iranienne. 3 morts, dont 2 civils et 1 membre des forces de l'ordre durant des manifestations contre la vie chère. Nette escalade dans un mouvement de plus en plus politique, puisque les commerçants, piliers historiques du régime, viennent s'ajouter à ce vent de colère. Inquiétude réelle ou pas des autorités, le pouvoir tente d'étouffer la contestation et pourrait être tenté de faire diversion en attisant les tensions régionales. On le verra, Israël surveille ce scénario tout en se gardant de tout commentaire qui pourrait s'avérer contre-productif. Enfin, de la rétrospective à la prospective, les tensions mondiales observées et vécues en 2005 seront-elles amplifiées en 2026? Ce sera la conclusion de notre dossier de la semaine. Un facteur qui pourrait s'avérer déterminant, c'est l'économie, avec des niveaux d'endettement records des États d'Orient en Occident. Un invité exceptionnel ce soir, nous recevrons le ministre israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Shikli. Et voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous. C'est donc depuis les États-Unis que Benjamin Netanyahou est entré dans cette année 2026 aux côtés de Donald Trump. Les deux dirigeants israéliens et américains étaient réunis en Floride pour le passage au Nouvel An. Voyage riche déjà en échange pour le Premier ministre qui a exposé l'ensemble des défis imposés à son pays devant des auditoires plutôt réceptifs. Défis qui s'inscrivent selon lui dans une bataille de civilisation. Temps fort d'abord de ces dernières heures, c'est avec Mathieu Winding. Devant les chrétiens évangéliques, le Premier ministre israélien évoque les victoires remportées par Israël sur 7 fronts. Il surprend son auditoire en évoquant un 8e front. C'est le front pour les cœurs et les esprits des jeunes gens, spécialement ceux du monde occidental selon moi, en particulier aux États-Unis et pour être encore plus précis, ceux des jeunes conservateurs américains. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille qu'Israël doit mener. C'est une bataille civilisationnelle que le monde judéo-chrétien doit mener. Et nous devons nous engager dans cette bataille avec la même force que pour les 7 autres fronts. Face aux représentants des communautés chrétiennes, le Premier ministre évoque également la défense des chrétiens au Moyen-Orient et en Afrique. Il explique que grâce aux services de renseignement, Israël peut aider les chrétiens africains. Il promet également que l'aide aux communautés chrétiennes va augmenter cette année. Le Premier ministre Netanyahou s'est aussi rendu dans l'une des plus grandes synagogues de Miami, où il a reçu un accueil triomphal. Le chef du gouvernement a repris l'un de ses thèmes de prédilection, la paix par la force, auquel il a apposé la prospérité par la force, qu'il a illustré par la signature de l'accord gazier avec l'Égypte et l'investissement massif de Nvidia en Israël. Devant un auditoire conquis, Benjamin Netanyahou a appelé à ne pas baisser la tête face à l'antisémitisme. Pour le Premier ministre israélien, il faut répondre à chaque acte antisémite publiquement et politiquement. Chose rare, Benjamin Netanyahou a comparé le président Biden et l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Si le chef du gouvernement a apprécié le soutien du précédent président au début de la guerre, il décrit le président Trump comme inébranlable, cohérent, comme quelqu'un qui ne vacille jamais. Et justement, quel bilan pour ces 4 jours intenses de voyage officiel? On va retrouver notre correspondant à Washington, Mike Wagenheim. Bonjour Mike, plutôt réussi ce voyage? Toutes les visites effectuées cette année aux États-Unis par le Premier ministre israélien ne sont pas toutes considérées comme des succès. Mais aujourd'hui, Benjamin Netanyahou rentre en Israël sourire aux lèvres. Hier soir, il est sorti de Mar-a-Lago aux côtés du président américain à l'invitation personnelle de Donald Trump pour admirer les feux d'artifice et célébrer le passage à la nouvelle année. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ariel Leiter, nous a déclaré que cette semaine devrait mettre fin à toute rumeur de rupture entre Trump et Netanyahou. Les deux hommes semblant parfaitement alignés sur de nombreux dossiers, notamment Gaza, l'Iran et le Liban. Alors il existe certes certaines divergences de politique concernant la Syrie ou la Judée-Samarie, mais selon Leiter, rien qui ne puisse être surmonté grâce à une coopération. Leiter nous a confirmé hier ce que nous avions révélé plus tôt cette semaine. L'administration Trump s'est engagée à ne pas avancer vers la deuxième phase de son plan de paix pour Gaza tant que le corps du dernier otage encore retenu, Ran Gvili, n'aura pas
pas été rapatriés en Israël. Netanyahou s'est adressé hier à un public réuni dans une synagogue de Surfside en Floride, mettant en avant la résilience de l'économie israélienne tout au long de cette guerre dévastatrice et déclarant que face à l'antisémitisme, il ne fallait pas se recroqueviller, il fallait se battre. Ces mots semblent évidemment familiers. Ils avaient été prononcés par Donald Trump peu après la tentative d'assassinat dont il avait été la cible en 2024. Voilà, Mike Wagener suit donc la Floride et Mar-a-Lago. Merci Mike. Alors, sans faute ou pas pour le chef du gouvernement israélien. Voyons ce qu'en pense notre analyste tout de suite, Daniel Haïk. Et on va rappeler qu'en début de semaine, beaucoup d'observateurs en Israël guettaient d'un œil inquiet ce nouveau déplacement américain de Binyamin Netanyahou. Et il y avait de quoi, surtout au regard des amitiés solides de Donald Trump envers ses partenaires turcs et qataris notamment, et puis aussi au vu de la détermination du président américain à faire avancer son fameux plan pour Gaza. Bonsoir Daniel Haïk, notre analyste. Encore une fois, peine perdue pour les pessimistes, le meilleur copain de Donald Trump, ça reste Binyamin Netanyahou? Eh bien oui, c'est effectivement ce qui semble être la situation actuelle. Il faut bien avouer, David, qu'au cours des derniers jours, avant le début de ces rencontres entre Trump et Netanyahou, on avait le sentiment, en écoutant certains observateurs israéliens, que l'on était dans une relation, on va dire, de vassal à suzerain, et que Binyamin Netanyahou était aux ordres de Donald Trump, et que le président américain était énervé par la conduite de Binyamin Netanyahou. On a même dit que, par exemple, lorsque Binyamin Netanyahou a mis une cravate de la même couleur que Donald Trump, eh bien, c'était parce que, d'une certaine manière, il était aux ordres du président américain. Tout cela, ce n'est que du cinéma et c'est une volonté délibérée de certains observateurs de décrire les relations entre les deux hommes comme étant des relations de tension ou de maître à élève. Or, ce n'est pas le cas. On l'a vu lors de des conférences de presse entre Binyamin Netanyahou et le Premier ministre et le président américain. Les deux hommes émettent sur la même longueur d'onde. Il y a une forme de respect même de la part de Donald Trump envers Binyamin Netanyahou. C'est un héros. Sans lui, l'État d'Israël n'existerait plus, a dit le président américain. Donc, je ne vois pas comment on peut mesurer à ce niveau-là une forme de dépendance de la part de Binyamin Netanyahou envers le président américain. Et je me souviens, parce que ça fait pas si longtemps que ça, que à l'époque de Biden, à l'époque du gouvernement Bennett-Lapid, eh bien, on avait le sentiment que Yair Lapid était lui-même, d'une certaine manière, le représentant de Joe Biden en Israël. Donc, il ne faut pas exagérer. Les résultats, ils sont tangibles, même s'il y a des divergences de vues. Et il l'a dit, Donald Trump, il y a des divergences de vues sur le fond, eh bien, sur l'essentiel, eh bien, Israël et Binyamin Netanyahou conservent d'une certaine manière des atouts maîtres. Et l'un des atouts, par exemple, l'un des résultats tangibles, c'est que Donald Trump n'a pas exigé, par exemple, s'il voulait passer à la seconde étape de son plan, et c'est ce qu'il veut, il aurait pu exiger d'Israël, par exemple, un repli des forces de Tsahal de la ligne jaune vers ce que l'on appelle aujourd'hui la ligne rouge. Or, ce n'est pas le cas. Or, aujourd'hui, Israël continue, et c'est un exploit, on va dire, que l'on ne mesure pas assez, à contrôler l'intégralité de 60% de la bande de Gaza. Le Hamas contrôle 40%. Effectivement, il n'a toujours pas été désarmé, mais Israël contrôle 60% de la superficie de la bande de Gaza. Donc, ce sont des résultats tangibles. Il y a des divergences de vues, mais sur l'essentiel, Netanyahou et Donald Trump émettent sur la même longueur d'onde, et c'est quand même le plus important. Effectivement, donc sur le fond, alliance stratégique très solide, et même et l'Iran, bien entendu. Voilà, évidemment, sur l'Iran et sur Gaza, c'est important, c'est peut-être l'essentiel. Et donc, eh bien, même en façade, mais en vitrine, eh bien, on voit que l'alliance et l'amitié est tout aussi solide. Merci beaucoup, Daniel Haïk, pour ce parti pris ce soir. Alors justement, parmi les prises de position marquantes de Donald Trump ces jours-ci, on va retenir en Israël ce feu vert donné à Israël pour une reprise des frappes massives contre le Hezbollah libanais si l'armée libanaise ne remplit pas sa mission de désarmement de la milice pro-Iran. On apprend d'ailleurs que l'Égypte, le Qatar et la Turquie auraient transmis des messages au Hezbollah, l'appelant à remettre justement le contrôle de ses armes à l'État libanais avant une offensive israélienne qui nuirait, d'après eux, au passage, à l'image du Hezbollah auprès des Libanais.
Alors justement, des menaces similaires à celles de 2025, mais une approche des défis qui a nettement évolué en l'espace d'un an. Tsahal est à l'aube de 2026 et peaufine son plan visant à faire face à l'ensemble des menaces du moment et des années qui viennent. Temps mort ces jours-ci, on le voit d'un point de vue opérationnel, durant le voyage officiel de Benyamin Netanyahou aux États-Unis, mais en silence, eh bien une accélération des préparatifs. 3 théâtres principaux, Iran, Liban et Judée-Samarie, tout en anticipant des scénarios surprises. On fait le point avec Christopher Barola. Iran, Liban, Judée-Samarie. Voilà les 3 fronts sur lesquels l'armée israélienne accentue ses préparatifs. Le chef d'état-major a élaboré un plan pluriannuel jusqu'à l'horizon 2030. Premier scénario, l'Iran. Après 2 ans de combats intenses, Tsahal se prépare à la possibilité d'une opération importante contre l'Iran. Face aux manifestations en cours dans le pays, l'armée israélienne se prépare à une possible attaque du régime iranien pour tenter de détourner l'attention et pour éviter une chute du régime. Nous sommes en train d'identifier un événement interne majeur en Iran. Il est trop tôt pour en connaître les conséquences. Face à une possible escalade, Tsahal explore une nouvelle possibilité d'opérer via l'espace. L'armée israélienne se prépare à une attaque dans et depuis l'espace, avec comme objectif la possibilité d'attaquer des satellites et des cibles terrestres depuis l'espace. Sur le front libanais et en Judée-Samarie, le chef d'état-major compte mettre en place des équipes dédiées pour élaborer plusieurs réponses à plusieurs scénarios, d'une reprise de la guerre contre le Hezbollah à la prévention d'une invasion similaire au 7 octobre, depuis la Judée-Samarie. Et on va analyser tous ces scénarios avec un spécialiste des questions défense. On a le plaisir d'accueillir en plateau le docteur Moshe Ben David. Bonsoir et merci à vous, colonel de réserve de Tsahal. Alors, programme donc pluriannuel pour Tsahal. D'abord, quelles sont pour vous les évolutions, on va dire, notables que vous repérez? Parce qu'on retient, c'est vrai, cette guerre des étoiles qui se profile. On parle carrément d'opérations depuis ou vers l'espace. C'est nouveau, ça. Bonsoir, David. Commençons par les chiffres. Le budget de sécurité de Tsahal pour 2026 est prévu de 140 milliards de shekels, c'est-à-dire 21% du budget de l'État d'Israël pour 2026. La dernière fois qu'il y a eu un tel budget, c'était en 2006. Et c'est un énorme budget. Et la majorité de ce budget est consacrée aux achats et à l'acquisition de missiles Arrow qui coûtent très cher. Chacun de ces missiles entre 1 million et 1,5 million de dollars. Et en dehors de ces missiles Arrow de protection aérienne, il y a aussi l'intention de renforcer ces stocks pour ne pas qu'Israël se retrouve dans la situation, si jamais la guerre éclatait, comme ça a été le cas où on se retrouvait sans munitions. C'est la partie essentielle du budget qui va être consacrée à cela. Encore un point, c'est énormément de robotique. Une des conclusions que une des leçons que Tsahal a tirées de la dernière guerre, c'est qu'il doit utiliser ses capacités d'IA et ces capacités extraordinaires qu'ont les industries de défense pour utiliser un maximum de robotique dans les tanks et les robots pour les tunnels. Beaucoup d'argent sera consacré à cela. Et il faut se souvenir qu'il y a aussi environ 4 milliards qui sont consacrés aux blessés de guerre, aux familles endeuillées, etc. C'est important aussi. Bref, une répartition importante, c'est comme ça que le camembert du budget de l'armée sera réparti pour 2026. Donc un budget hors norme, vous le dites, aussi la robotique qui va jouer un rôle. Et puis donc les satellites, on parle aussi de satellites iraniens qui ont été lancés il y a quelques jours à peine depuis la Russie. Israël aussi surveille, en tout cas dit surveiller ce qui se passe en interne en Iran avec ces manifestations et peut-être une tentation du régime de détourner l'attention justement en exacerbant les tensions régionales. Que pensez-vous de cette situation justement qui reste quelque part explosive entre Israël et l'Iran ? Écoutez, je ne me considère pas comme un spécialiste de l'Iran. J'entends et vois ce que les spécialistes en disent. Il faut attendre de voir ce qui se développera en Iran. Je pense que toute la manipulation extérieure aura un effet inverse et unirait la population autour du régime. En ce qui concerne les satellites iraniens, les Iraniens ont essayé de lancer un satellite il y a 2 ans environ.
et il s'est écrasé. Et ça a été un lancement raté. Le fait qu'ils ont annoncé qu'ils vont lancer des satellites, c'est pour remonter le moral des populations iraniennes. En ce qui concerne les capacités israéliennes dans ce domaine, Israël a aujourd'hui 7 satellites. Une partie d'entre eux couvre l'Iran 24 heures sur 24. Et on peut faire confiance à ceux qui font fonctionner ces satellites. Donc effectivement, il y a une avance technologique à ce niveau-là, toujours d'Israël sur ses rivaux régionaux. Vous restez avec nous, docteur Ben David, parce qu'on va se pencher sur un autre dossier que vous connaissez très bien. C'est la reconnaissance officielle, il y a quelques jours, de la République du Somaliland par Israël. Alors beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques au Moyen-Orient, et puis ces accusations du président de la Somalie voisine, Hassan Sheikh Mohamud, qui dénonce un accord secret qui ferait du Somaliland une terre d'accueil pour des Gazaouis, et puis aussi une base arrière pour Tsahal. Des propos immédiatement rejetés par le ministère des Affaires étrangères du Somaliland, qui affirme que les relations de l'État avec Israël sont uniquement diplomatiques et sont menées, je cite, dans le plein respect du droit international. Il dénonce d'ailleurs une tentative de saper les progrès diplomatiques du Somaliland. Alors justement, docteur Moshe Ben David, on sait qu'autour du Somaliland et de la Somalie gravitent d'autres puissances. Et d'ailleurs, on assiste à un match intéressant, à une sorte de guerre d'influence entre la Turquie et Israël. Quels seraient les enjeux de ce duel, d'après vous? Les vrais enjeux. J'aurais pu vous en parler pendant 3/4 d'heure de cette affaire, parce que l'histoire turque est extrêmement sérieuse. Mais nous avons à peu près 2 minutes et demie. Alors, je réduirai mes commentaires à un aspect essentiel, l'affaire de la reconnaissance de Somaliland n'est pratiquement pas liée aux Houthis. Ça n'a rien à voir. Les Turcs, depuis 2016, ont créé une alliance, on peut parler d'alliance avec la Somalie, où ils ont mis en place une base maritime qui leur est propre. Ils ont reçu une liberté totale de déplacement pour l'armée aérienne des Turcs dans les cieux somaliens. Ils ont 1000 soldats qui entraînent les soldats somalis et la marine somalienne. Les Turcs ont déjà construit un porte-avions qui s'appelle Andalou, qui est en rapport avec l'héritage ottoman. Et encore une fois, c'est les aspirations de grandeur ottomane qu'a Erdogan. Et c'est en fait une base flottante qui peut arriver partout. Je nous rappelle à tous que les Turcs ont découvert du pétrole en Somalie. Il y a 2 blocs et ils pensent qu'ils vont découvrir la 3e nappe et c'est pratiquement certain que dès qu'ils produiront du pétrole en Somalie, en 26-27, ils ont l'intention de produire du pétrole. Ils enverront la marine turque pour sécuriser, soi-disant, les plateformes pétrolières, ce qui signifiera que aux portes de la mer Rouge, il y aura une force marine turque, peut-être même un porte-avions. Cet porte-avions andalou devait avoir des F-35 à son bord, mais après ce qui s'est passé avec les Turcs qui ont acheté des SA-400, les Américains ont annulé la vente. Mais en tout cas, ce sont des avions d'attaque et les Turcs construisent un autre porte-avions, plus grand encore, de 285 mètres de long, avec 65 000 tonnes qu'ils peuvent porter. Et donc on peut, et Israël à ce moment-là pourrait se retrouver avec d'un côté la Turquie au nord de la Syrie et de l'autre côté au sud. Et donc la reconnaissance de Somaliland, on n'en parle pas dans la presse, parce que nous faisons très attention à ne pas trop détériorer les relations avec les Turcs. Mais l'histoire véritable, la chose centrale, c'est la présence turque en Somalie. Et donc, il était indispensable que l'État d'Israël fixe un lieu et crée une alliance avec le Somaliland pour pouvoir vérifier de près ce que font les Turcs au sud. C'est la raison principale, et pas les Houthis, je vous garantis. Oui, parce que les Houthis, c'est juste en face, de l'autre côté de la mer. En tout cas, c'est passionnant. Un éclairage extrêmement intéressant sur l'autre facette de ce duel à distance entre la Turquie et Israël. La Turquie qui encerclerait d'une certaine manière Israël au nord avec la Syrie et au sud avec la Somalie. À suivre. Merci beaucoup à vous, docteur Moshe Ben David, d'être venu sur notre plateau ce soir. Allez, un passage obligé également par le terrain et la situation dans la bande de Gaza en ce moment. Beaucoup moins d'activité en
En apparence, bonsoir Stéphane Goldin, notre envoyé spécial en direct du sud d'Israël. Stéphane, il est question d'abord de la réouverture du point de passage de Rafah et puis aussi des pressions évidemment pour le retour enfin du corps de Ran Gvili qui est attendu. Bonsoir David, effectivement beaucoup de pression de la part d'ailleurs du gouvernement israélien et beaucoup aussi un véritable dilemme pour les forces de sécurité israéliennes parce que c'est vrai que la pression israélienne pour passer justement à l'étape 2 et les Américains font tout en tout cas pour passer cette étape 2 fait qu'ils veulent faire réouvrir ce qu'on appelle le passage de Rafah, c'est-à-dire cette frontière entre Gaza et l'Égypte au sud de la bande de Gaza. Or beaucoup de questions se posent parce que qui va passer par là? Est-ce que ça va être dans les deux sens? Est-ce que cela sera simplement des personnes? Est-ce que cela sera des marchandises? Qui va contrôler ce poste de frontière? Comment les choses vont rentrer sur le territoire de Gaza? Quel type de marchandises pourrait rentrer sur le territoire de Gaza? Et donc tout ça remet en cause les questions de sécurité parce qu'on sait très bien que du côté de Gaza, du côté de l'Égypte, il y a eu énormément de trafic avec le passage d'armes qui sont arrivés dans la bande de Gaza. Donc beaucoup de questions, beaucoup de dilemmes autour de la question de ce passage, de cette réouverture. Évidemment, le Hamas se réjouit de cette perspective. Israël se pose énormément de questions, d'où la question aussi du passage à l'étape numéro 2 de l'accord. Or, on sait très bien que cette pression est aussi liée à la question de Ran Gvili et du retour de sa dépouille sur le territoire israélien. Et on sait très bien que Israël refusera de passer à cette étape 2 tant que le corps de Ran Gvili ne sera pas de retour sur le territoire israélien et inhumé comme il se doit. Au moins c'est clair. Un autre aspect en quelques mots Stéphane, parce qu'on est toujours stupéfait devant les moyens investis pour faire de la bande de Gaza une souricière. Il reste encore apparemment la moitié du travail à accomplir du côté des tunnels terroristes du Hamas. Et oui, David, il y reste encore 50% des tunnels à détruire, mais c'est 50% qui sont situés entre la frontière israélienne et la bande jaune. Donc, c'est même pas sur l'ensemble du territoire de la bande de Gaza. Et c'est actuellement, il y a eu une information, un ordre du ministre de la Défense de détruire l'ensemble des tunnels dans cette bande de territoire-là. Alors, les forces du génie s'appliquent 24 heures sur 24 à vouloir les détruire avec ou des explosifs ou avec un nouveau produit durcissant qui permettra pas de réutiliser ces tunnels. Toujours est-il qu'il y a parallèlement tout un travail de renseignement pour cartographier tous ces tunnels, mais toujours est-il qu'on voit qu'il y avait un réseau qui était phénoménal. D'ailleurs, même les Américains ont été stupéfaits par l'ampleur de ce réseau. Et puisqu'on parlait tout à l'heure du côté de Rafah, on a vu que là-bas, il y avait des tunnels qui étaient dignes pratiquement d'une autoroute où des camions pouvaient passer sur pratiquement 2 fois 2 voies. Donc on voit qu'il y a encore énormément de travail à faire parce que cette question des tunnels est primordiale pour la sécurité des habitants du sud d'Israël. Effectivement, merci beaucoup Stéphane Goldin, notre envoyé spécial ce soir en direct du sud d'Israël, tout près de Gaza. Alors à propos de Ran Gvili, on va s'arrêter également sur une scène insoutenable qui s'est déroulée hier à Miami, en Floride, aux États-Unis. Bonsoir Christopher Barolin. Alors on parle des parents de Ran Gvili qui étaient sur place, qui ont été pris à partie par des pro-palestiniens. Racontez. Oui, la scène s'est en effet déroulée à Miami hier en marge du déplacement notamment de Benjamin Netanyahou dans cette ville de Floride lors d'une manifestation pro-palestinienne. La maman de Ran Gvili, donc le dernier otage, vous l'avez dit, encore retenu à Gaza, a été prise à partie par certains manifestants. Talik Gvili se trouve en ce moment aux États-Unis pour sensibiliser sur le sort de son fils et tenter de mobiliser l'opinion internationale, l'opinion américaine pour parvenir à la restitution du corps de son fils. Et donc c'est ce qu'elle faisait sur place, une action pacifique pour parler de Ran. C'est là que des militants ont insulté Talik, l'ont violemment harcelé, comme on le voit sur ces images. En réponse, la mère de Ran Gvili a déchiré une des pancartes en carton tenues par ces manifestants. Sa famille a témoigné dans les différents médias israéliens. La famille de Talik Gvili dit avoir eu peur pour sa sécurité, mais elle s'en est sortie indemne avec son mari qui était présent sur place. Ils sont évidemment choqués, mais s'en sortent indemnes après cette altercation, donc avec des manifestants pro-palestiniens à Miami. Dans le même temps, dans le même esprit, Christopher, des dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées en Turquie aujourd'hui, avec pour objectif de montrer à leur manière leur soutien aux Gazaouis.
Oui, c'était aujourd'hui, 1er janvier, à Istanbul, un rassemblement organisé par la Fondation turque pour la jeunesse, la plateforme de la volonté nationale. Ce sont des coalitions qui réunissent 300 groupes pro-palestiniens et islamistes. Les organisateurs revendiquent 520 000 participants, mais personne n'a pu vérifier l'exactitude de ce chiffre. Ce sont les chiffres seulement mentionnés par les organisateurs. Les médias occidentaux parlent de plusieurs dizaines de milliers. Parmi les participants, il y avait un certain Bilal Erdogan, c'est le fils du président turc. Il est considéré aujourd'hui comme son héritier. Il semble d'ailleurs jouer un rôle de plus en plus important dans les mobilisations publiques. Évidemment, il a pris la parole lors de ce rassemblement. Il s'est exprimé aussi face aux médias. Il a parlé évidemment de génocide à Gaza. Il a comparé le sionisme au nazisme et la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza contre le Hamas aux heures les plus sombres de l'histoire, s'il dit. Autrement dit, évidemment, il a comparé cette guerre à la Shoah. Mobilisation donc encore une fois aujourd'hui du côté d'Istanbul pour ne pas oublier la situation à Gaza, disent les organisateurs de ce rassemblement. Merci beaucoup Christopher Barolin, préoccupant tout cela en tout cas. Il est temps d'accueillir notre invité. Un invité exceptionnel ce soir, puisqu'on a le plaisir d'accueillir le ministre israélien des Affaires de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme. C'est Amichai Shikli. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes donc issu du Likoud également. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore en France, on va quand même rappeler que vous êtes celui qui avait dit non à Naftali Bennett en 2021 lorsqu'il avait échafaudé sa fameuse coalition avec Yair Lapid et avec le parti arabe Ra'am. Pas de regret depuis, vous êtes mieux au Likoud? Évidemment, c'est très clair. Il faut se souvenir que ce qu'a fait Bennett, c'est peut-être la plus grande fraude qui soit dans l'histoire de la politique israélienne. Bennett est le Madoff de la politique israélienne. Et comme j'étais proche de lui, je dois prévenir le public que c'est un menteur politique qui fera tout pour reprendre un poste de Premier ministre. Il dira tout et n'importe quoi et le lendemain, il fera l'inverse. Je vous rappelle qu'à l'époque, il a promis qu'il ne demanderait pas d'être Premier ministre à moins de 10 mandats, mais il a exigé. Il a dit qu'il ne permettrait pas à Lapid d'être Premier ministre ni par rotation. Il a dit qu'il ne siégerait pas avec Meretz et le Parti travailliste. Il a exigé de dire que Ra'am était comme le Hamas et finalement, il a siégé avec tous les partis de gauche et il a même fait rentrer les frères musulmans dans le gouvernement. Et je pense en effet que je suis heureux d'avoir pris la décision qui était une des décisions les plus importantes que j'ai prises de ma vie au niveau idéologique. Et il faut prévenir le public du mensonge politique possible à nouveau. Parce que justement, il est bien placé en ce moment dans les sondages, Naftali Bennett. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de recréer une telle alliance avec le parti Ra'am, entre autres? D'abord, il a toujours des bons résultats dans les sondages et une catastrophe dans la réalité. Ça, c'est Naftali Bennett. Il est très friable. Son soutien n'est pas stable et pas clair. Il essaie de parler à droite et parler à gauche. Et quand on arrive à la décision, il faudra qu'il décide qui il est. Est-ce qu'il est un homme de droite? À mon avis, il n'est pas de droite. C'est un opportuniste et un narcissique, ou bien il ira vers la gauche. Et en fin de compte, cette personne, comme je vous l'ai dit, n'est pas quelqu'un de confiance, c'est une personne très dangereuse. Et c'est un excellent acteur. Bon, le divorce, on le comprend, est consommé. Alors, ces derniers temps, Amichai Shikli, vous avez été très actif sur des sujets très sensibles. On va citer le Qatargate, notamment, qui implique des conseillers du Premier ministre israélien. Vous dénoncez aussi régulièrement l'activisme du Qatar en Israël et l'influence du Qatar. Il vous en veut pas, Netanyahou, sur ça? Non, pas du tout. Le Premier ministre comprend parfaitement, comme moi, que l'on essaye de l'accuser de ce qu'a fait Feldstein comme si c'était le Premier ministre qui l'avait fait. Voilà ce que la gauche est en train de faire. Ils prennent ces choses gravissimes de Feldstein, qui est le porte-parole du Qatar dans le bureau du Premier ministre et qui est en contact grâce à
Einhorn, et c'est quelque chose qui est très grave. Mais entre cela et dire que le Premier ministre savait que c'était le cas, qu'il est impliqué, alors que Feldstein était vraiment tout à fait insignifiant, il était un aide quelconque pour quelques mois, et il a une interaction avec Netanyahou minimale, pratiquement pas de contact. Et ce qu'a fait Feldstein est grave, et il faut les vérifier. D'ailleurs, il y a une enquête, il a été interrogé, il a été contre-interrogé. S'il faut encore interroger, il faut le faire. Mais la tentative de dire que Feldstein, c'est en fait le Premier ministre qui est lié, c'est pas vrai du tout. Et je pense qu'il faut faire la séparation entre les choses. Et c'est ce que nos ennemis politiques essayent de faire. Ils essayent de prendre le crime que Feldstein a commis, c'est un crime. Et c'est un crime très grave à mes yeux, et le jeter à la tête du Premier ministre. Ce que je dois vous dire, c'est que dès que l'on dit que la personne n'est pas habilitée à la sécurité et qu'il ne doit pas rentrer dans le bureau du Premier ministre, on aurait dû respecter cela. Malgré la guerre et la pression, ils se sont permis de le laisser rentrer, et ça, c'est un échec administratif qui est grave. Et là, il faut faire une critique vers l'intérieur du bureau. Mais entre ça et accuser le Premier ministre d'espionner pour le Qatar, bon, il faut arrêter les bêtises, comme on dit en anglais, let's cut the bullshit. Voilà, donc bien faire la distinction entre le Premier ministre et son entourage professionnel. Il y a un autre champ de bataille aussi pour vous en ce moment, c'est la Turquie, parce que vous dites que ce pays représente aujourd'hui peut-être la plus grande menace pour Israël. Est-ce que vous pensez que cette menace, elle est prise avec suffisamment de sérieux aujourd'hui par l'ensemble de la classe politique ici en Israël ? Non, pas assez. On n'est pas assez conscient. Je pense qu'on a vu aussi la réunion aujourd'hui où Netanyahou est comparé à Hitler et le sionisme au nazisme et l'incitation à la violence contre les Juifs et Israël. Et les Israéliens ne peuvent plus se promener en sécurité en Turquie, et l'ambassade n'est plus à Ankara mais à Sofia en Bulgarie. C'est une rhétorique extrêmement violente, agressive, antisémite, un antisémitisme au plus bas niveau, des déclarations belliqueuses, et il dit qu'après avoir pris Damas, dit Erdogan, eh bien, Jolani, qui a massacré les Alaouites, les Druzes, avec le silence du monde. Je suis fier d'Israël qui a attaqué les quartiers généraux de El-Jolani pour arrêter ces massacres. Il nous faut bien comprendre que quand Erdogan dit qu'il veut arriver à Jérusalem, il dit ce qu'il pense. Quand il dit qu'il considère que Netanyahou est Hitler, eh bien, il faut bien l'entendre. Et une des leçons du 7 octobre, c'est qu'il faut écouter les ennemis et les croire. Quand on dit de moi que je suis Hitler et qu'il faut détruire le sionisme et prendre Jérusalem, je propose à tous les décideurs et à tous les citoyens de bien le comprendre. Et c'est vrai aussi pour l'Occident et les États-Unis. Il faut comprendre, si on soutient le Hamas, on ne peut pas être un partenaire d'un État occidental qui se respecte. Donc il n'y a pas de parole en l'air au Moyen-Orient, et surtout de la part des frères musulmans. Alors justement, Turquie et Syrie, c'est lié, et vous avez d'ailleurs récemment déclaré qu'une guerre avec la Syrie, d'après vous, ce serait quelque chose d'inévitable. C'est vrai qu'on a vu ces vidéos assez inquiétantes des forces d'Al-Shara qui disent vouloir se battre pour Gaza. Là aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de passivité, peut-être de la part d'Israël, ou bien on est vraiment conscient que c'est une menace réelle ? Il n'y a pas de passivité israélienne. Nous nous sommes habitués d'être au sommet du Hermon et du fait que Tsahal fait patrouille matin, midi et soir en territoire syrien. On s'y est habitué. Mais ça a été une des décisions les plus courageuses du Premier ministre Netanyahou, une des décisions les plus importantes qu'il ait prises. Et nous devons absolument préserver cette bande de sécurité et préserver notre contrôle du mont Hermon syrien et être prêt à nous mesurer à toute menace. Jolani ne fera pas la guerre contre nous demain matin. Il doit stabiliser son économie, il doit reconstruire son armée. Mais tout ce qu'on pourra obtenir de Jolani, qui est un membre de Daesh et de Al-Qaïda, tout ce qu'on pourra obtenir de lui, c'est une houdna, c'est-à-dire un arrêt de la guerre provisoire. Il se prépare toujours la guerre. Si vous connaissez l'islam extrémiste, vous comprenez cela. Et
Vous voyez comment on éduque les enfants et qu'est-ce qu'on leur explique et comment on appelle les écoles et au nom de Sinwar, de Def, de Gaza. Et l'incitation et l'endoctrinement, il faut bien comprendre que c'est du nord que nous serons attaqués, nous devons être prêts et nous pourrons être à nouveau prêts, pas comme au 7 octobre. Bien comprendre effectivement l'idéologie en face. Alors, en tant que ministre de la diaspora, eh bien, vous vous déplacez régulièrement à l'étranger, évidemment auprès des communautés juives, notamment en Europe. Vous avez rencontré l'année dernière, il me semble, Marine Le Pen, c'était en Espagne. Vous avez accueilli aussi et invité Jordan Bardella ici en Israël. On sait que ce parti, le Rassemblement national en France, eh bien, n'a pas vraiment les faveurs de la communauté juive. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre votre proximité ici depuis Israël et puis bien cette froideur de la communauté juive envers ce type de parti? Je pense que la distance n'est pas aussi importante que l'on veut bien le dire. Et je pense aussi que de ce que je connais de la communauté juive, où il y a toutes sortes d'opinions et de voix, il y a aussi beaucoup de soutien à Bardella et au Rassemblement national. Le point de notre point de vue est très clair. En Occident, il y a un problème très grave de politiquement correct, du wokisme et l'incapacité d'appeler les choses par leur nom. Il y a une menace létale de l'islam radical, de l'islam extrémiste. Nous l'avons vu à Manchester, nous l'avons vu à Sydney, et je rappelle que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, Albanese, le Premier ministre, n'a pas dit le mot islam extrémiste. C'est invraisemblable. Et l'Europe est en train de se perdre. Regardez ce qui se passe à Amsterdam, en Belgique aussi, en Hollande. Et la Belgique, ce sont des États où l'islam a pris le contrôle. Ils sont dans un état catastrophique. L'Angleterre est dans un état très grave et la France aussi. Il y a un grand problème. Et donc, nous devons nous attacher à ceux qui comprennent le danger de l'islamisme, qui sont prêts à condamner le Hamas, qui sont prêts à défiler. Emmanuel Macron a choisi de ne pas se tenir aux côtés de la communauté juive après le 7 octobre. Emmanuel Macron a choisi de planter un couteau dans le dos de l'État d'Israël et des otages dans les tunnels et a créé un État palestinien, reconnu un État palestinien alors que le Hamas l'applaudit et le remercie. Macron est l'ami du Hamas. C'est un des dirigeants les plus faibles, un des chefs d'État les plus faibles du monde. Une personne que, honnêtement, je peux vous dire, je n'ai pas un mot pour exprimer le mépris que j'ai envers lui. Il est tellement faible, il est tellement ingrat face à Israël. Je pense que ce que nous avons vu de Bardella, et pas seulement Bardella, il y en a eu d'autres, il y a eu Gabriel Attal, il y a d'autres gens de qualité qui sont venus. Mais celui qui mène une ligne continue et claire, c'est Bardella. Et c'est le RN et Marine Le Pen. Et j'en suis très heureux de les avoir invités, je ne le regrette pas. Imaginez ce qui se passerait si Israël continuait à boycotter le RN et que demain il était élu. Est-ce que c'est intelligent, à votre avis? Alors, vous leur dites quoi aux Juifs de France avec tout ça, au vu de ce tableau très sombre? Venez en Israël? D'abord, on dit toujours venez en Israël, ça c'est la première chose. Mais certainement que celui qui est en France, nous saluons, nous, dans la paracha de Vaïchi que nous lisons le vendredi, Ephraïm et Ménaché qui ont su préserver leur identité. Eh bien, préserver votre identité, c'est l'essentiel, même en diaspora, dans la richesse des États comme les États-Unis, la France, et des États prospères. Et donc je dis, il faut travailler l'identité juive, l'éducation juive et être fier de ce que nous sommes pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent s'installer en terre d'Israël. C'est la vision sioniste et nous allons voir le retour à Sion. C'est ce que nous croyons, c'est simple, non? Donc venir par idéal, effectivement. Alors un dernier mot, parce que 2026, ça va marquer quand même le 30e anniversaire de la première accession au pouvoir de Binyamin Netanyahou. On voit qu'il a toujours l'énergie, on lui souhaite d'ailleurs, mais on voit aussi qu'il y a une relève qui se prépare. Est-ce que vous voyez, vous, personnellement, peut-être incarner un jour, au plus haut niveau, eh bien, la relève de la droite israélienne? Ce que j'ai appris de Naftali Bennett, c'est qu'on ne peut pas, il ne faut jamais se dépêcher, se presser. Il ne faut pas dire « je veux être Premier ministre », parce que quand ça devient votre rêve, le siège et la fonction,
vous risquez de tout perdre. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la mission pour le peuple, pour la terre, et toute fonction que nous aurons, nous en serons heureux, et nous serons députés, ce sera très bien. Si on est chef de commission, on sera heureux. Si on est ministre, on sera heureux. Si un jour on est quelque chose de plus, eh bien, on sera heureux. Mais ça n'est pas l'objectif et on ne va pas faire de déclaration à ce propos, etc. Voilà, la patience, signe de sagesse, malgré votre jeune âge. Je vous souhaite... Effectivement. Merci beaucoup en tout cas à vous, Amichai, ministre Amichai Shimki, d'être venu sur ce plateau. On remercie Isabelle Abazan également pour la traduction. Et on va parler justement d'antisémitisme. Et en France, la sanction est tombée aujourd'hui pour le maire d'Augignac en Dordogne. Bernard Bazinet est suspendu de ses fonctions pour 1 mois après des propos antisémites. On va retrouver Anna Papiachvili dans nos studios parisiens. Bonsoir Anna. Eh bien, ce maire avait écrit sur les réseaux sociaux que la France était trop youpine pour boycotter l'Eurovision. Absolument, Bernard Bazinet est donc suspendu de ses fonctions pour 1 mois et cette décision figure au journal officiel de ce jeudi 1er janvier 2026, David. Il y a près d'1 mois, le 4 décembre, ce maire de cette petite commune de 825 habitants dans le nord de la Dordogne avait commenté, je cite, « Oui au boycott, la France est trop youpine pour boycotter » sous une publication Facebook du journal Libération consacrée à la participation d'Israël à l'Eurovision 2026 qui était menacé d'être boycotté par plusieurs pays. Et après avoir publié ce commentaire qui a été donc révélé, le Parti socialiste a décidé de l'exclure de son parti politique. Le ministère de l'Intérieur aussi a réagi ensuite, notamment chez nos confrères de ici Périgord. Le ministre condamne fermement les propos tenus par ce maire d'Augignac et Laurent Nunez a envisagé donc ensuite de prendre des sanctions. Ça pouvait aller de la suspension à la révocation. Finalement, ça sera donc cette fameuse suspension qui a été choisie pour sanctionner le maire d'Augignac après ses propos antisémites. Alors, c'est une mesure qui ne peut pas excéder 1 mois selon le Code des collectivités territoriales, ce qui va permettre aussi à l'élu de se présenter aux prochaines élections municipales. Réaction immédiate de Bernard Bazinet qui a indiqué respecter la décision prise et qui a présenté également ses excuses aux communautés suite à une publication qui est contraire à mes valeurs humanistes et à mon attachement profond à la laïcité et aux valeurs de la République. Fin de citation. En attendant, ce maire d'Augignac reste visé par une enquête pour injure publique raciste. Il devrait être convoqué dans les prochains jours dans le bureau du délégué du procureur et va certainement écoper d'une amende de 500 €. Ça paraît assez faible. Merci beaucoup, Anna Papiachvili, depuis nos studios parisiens. On y vient, le régime iranien serait-il en train de vaciller? Les manifestations se poursuivent un peu partout, on le voit bien dans le pays, et certains ont un mince espoir qu'elle fasse donc vaciller ce régime, quand d'autres craignent que Téhéran ne tente de détourner l'attention en frappant Israël. Les précisions de Christopher Baron. 5e jour de manifestation dans les rues de plusieurs grandes villes en Iran. Ici, à Fassa, dans le sud du pays, des manifestants pénètrent dans un bâtiment gouvernemental. Des images confirmées par l'agence de presse Reuters. Selon Fars, agence affiliée aux gardiens de la révolution islamique, plusieurs personnes auraient été tuées lors d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité, ici à l'heure d'Egan, dans le centre du pays. À Téhéran, des dizaines de personnes se sont réunies, chantant des slogans à la gloire de la famille Pahlavi. Le prince iranien en exil a d'ailleurs appelé à l'unité et à la poursuite des manifestations. La République islamique a tenté de vous maintenir chez vous, en fermant les lieux publics et les universités, mais vous avez courageusement manifesté dans les rues. Nous avons besoin de plus de solidarité et de manifestation. C'est pourquoi je vous invite à saisir chaque occasion, chaque rassemblement, chaque événement des prochains jours pour amplifier ce mouvement. De son côté, le président iranien tente, semble-t-il, de détourner l'attention de son peuple et parle de guerre totale contre ses ennemis. Nous sommes engagés dans une guerre totale. À l'heure actuelle, l'ennemi fonde la plupart de ses espoirs sur la pression économique pour nous abattre. On ne conquiert pas une nation avec des bombes, des avions de chasse ou des missiles. Pour nous vaincre, il faudrait qu'ils viennent nous affronter sur le terrain. Et s'ils devaient affronter notre nation sur le terrain, si nous restons déterminés, unis et engagés à œuvrer ensemble pour la fierté de notre pays, il leur serait impossible de mettre l'Iran à genoux. Selon un décompte réalisé par le média Iron International, plusieurs dizaines de villes sont désormais concernées par les manifestations. On va tenter de mieux comprendre ce qui se passe avec un expert tout de suite. Nous
sommes en ligne avec Arman Shahbazi. Merci à vous. Vous êtes membre du Front pour le rétablissement de l'état de droit en Iran et journaliste franco-iranien du média d'opposition Dor TV. Est-ce que d'abord ce serait exagéré de parler de soulèvement ou d'insurrection? Est-ce que ça pourrait le devenir peut-être à moyen terme? Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est vraiment face à un point de non-retour. C'est-à-dire que le régime a dépassé les limites de sa répression. Il y a eu des morts, il y a eu énormément d'arrestations. Et le monde entier aujourd'hui est témoin vraiment d'un tournant qui est en train de se jouer en Iran. On ne peut plus parler d'appareil étatique du régime islamique, puisque le président Massoud Pezeshkian a clairement, dans un discours aujourd'hui, dit que le peuple ne veut plus de nous. Et donc aujourd'hui, il ne reste du régime que son appareil de répression qui fait couler le sang dans les rues de Téhéran. Et maintenant, vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est un point de non-retour. Le régime est en train de vivre ses derniers jours. Peut-être plus que les fois précédentes, un point de non-retour, vous dites. Et pour vous, quelles sont les raisons profondes quand même du mal-être? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'abord une mauvaise répartition des immenses ressources de ce pays qui ne sont pas orientées en priorité, on voit bien, vers le bien-être de la population, mais plutôt vers des objectifs plus belliqueux, le balistique, le nucléaire, le financement du terrorisme, etc. C'est ça le problème de l'Iran? Le problème de l'Iran, il ne date pas d'hier. Et c'est le 5e pays riche en termes de ressources naturelles, et la population n'est pas une population dupe, c'est une population forte de 90 millions d'habitants, la plupart jeunes et la plupart instruites. Et ils se demandent tout simplement, mais où va toute cette richesse? Pourquoi nous devons ne plus avoir d'eau potable? Pourquoi nous ne pouvons pas vivre normalement? Et à côté de ça, ils voient très bien que des milliards et des milliards sont dépensés de leur propre richesse pour alimenter le terrorisme et suivre une ligne idéologique qui sème le chaos partout dans le monde. C'est une situation qui n'est plus tenable, et aujourd'hui, le régime ne peut plus coexister avec sa propre population. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de vie ou de mort, c'est une question de survie. Le peuple a compris qu'il ne peut plus coexister avec ce régime à l'intérieur de l'Iran. Et justement, d'après vous, jusqu'où peut déborder cette situation? Est-ce que le scénario le plus réaliste, ce serait celui d'une répression massive, comme vous le dites, de ce mouvement, même si ça commence et ça commence à dégénérer, ou bien, comme on le disait quelque part, l'Iran, le régime détournerait l'attention en exacerbant, encore une fois, les tensions régionales, notamment avec Israël? Bien sûr, c'est une question très importante, parce que le régime, il est expert dans l'art du détournement d'attention. Et ça fait d'ailleurs des décennies qu'ils sont en place avec cette méthode. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, malgré tout, la population a montré encore une fois qu'ils ne veulent plus de ce régime. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la communauté internationale maintenant ne fasse pas l'erreur du passé et qu'elle ne laisse pas cette jeune population mourir sous les balles. Qu'ils se tiennent derrière la population iranienne, ce qui n'a pas été le cas pendant la révolution Femmes-Liberté. Aujourd'hui, la communauté internationale doit savoir que ce régime est un régime qui est voué à partir. 90 millions de population, la majorité sont dans la rue pour dire qu'ils ne veulent plus de ce régime. Donc arrêtez de soutenir de quelque façon que ce soit un régime qui est mort bidon et qui est voué à disparaître dans les jours prochains ou les mois prochains. Ça sonne comme un appel, ces manifestants courageux qui défient donc le régime iranien ces jours-ci. Merci beaucoup à vous, Arman Shahbazi, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. En direct dans la grande édition. Avant de conclure notre dossier de la semaine, tout de suite le concentré d'actu quotidien, c'est bien sûr l'Info Chrono. La nuit du Nouvel An qui a tourné au cauchemar en Suisse, incendie dévastateur suivi d'une explosion dans un bar de Crans-Montana, une station de ski du sud du pays. Bilan terrible puisqu'on parle de plusieurs dizaines de morts et d'une centaine de blessés. Une enquête a été ouverte. L'origine de la catastrophe est toujours inconnue et Israël a envoyé sur place une délégation de secouristes du Magen David Adom.
La main posée sur un Coran, c'est fait. New York a officiellement un maire musulman. Première historique, Zoran Mamdani n'a pas perdu une seule seconde puisque dès minuit, il a donc prêté serment dans une station de métro désaffectée de Manhattan. À 34 ans, il prend les rênes de la ville considérée comme la plus puissante du monde d'un point de vue économique, financier, culturel. Et il hérite d'un contexte où l'extrême richesse cohabite avec l'extrême pauvreté. Ses promesses de campagne seront immédiatement confrontées aux défis urgents en matière de logement, de transport et aussi de sécurité pour une communauté juive inquiète au vu de la composition de la nouvelle équipe municipale qui fait la part belle, comme on sait, aux antisionistes. Comme un symbole de Sydney, à l'aéroport Ben Gurion, la famille Sachs est la première à faire son alia en 2026 à l'issue d'un long voyage depuis l'Australie. Et 2 semaines après la tragédie de Bondi Beach, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Trevor Dalit et leur fille Ashira, accueillis par des représentants du gouvernement. Lévi, le garçon de la famille, les avait précédés de quelques mois pour s'engager dans les rangs de Tsahal. Et puis le coup de chapeau à Eran Zahavi, la légende du foot israélien, tire sa révérence au sortir d'une carrière unique. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale, sextuple champion d'Israël, il aura brillé sous les couleurs du Maccabi Tel Aviv et du PSV Eindhoven aux Pays-Bas. À 38 ans, l'avant-centre dont on retiendra un retourné splendide en 2010 à Gerland face à Lyon en Ligue des Champions. Zahavi aura combiné efficacité et longévité au plus haut niveau. Le dossier de la semaine, on y vient, un œil dans le rétro pour comprendre ce que 2025 nous a appris, c'est ce qu'on a fait tout au long de cette semaine. Et puis l'autre, peut-être pas sur la boule de cristal, mais plutôt dans le télescope, puisqu'on va entrer dans la prospective géopolitique pour 2026. On y va. À quoi s'attendre dans le monde pour 2026 ? Pas forcément une rupture, mais peut-être une confirmation, une accélération, une amplification des tendances lourdes de 2025. Et parmi elles, cet ensemble de tensions ou de conflits réactivés, de l'Ukraine à Taïwan, sans parler du Moyen-Orient ou du Caucase. Voilà ce que s'accordent à dire en tout cas certains experts d'un bout à l'autre du globe. On surveille aussi une économie mondiale sous pression, et notamment en raison de la dette ou encore la marche en avant de l'intelligence artificielle. Eh bien, parlons-en avec un expert, un observateur de ces grandes évolutions. C'est Alex Coman. Bonsoir. Et merci à vous. Vous êtes expert économique à l'université de Tel Aviv. Alors, pour rebondir d'abord sur l'économie, on sent bien l'impact Trump en ce moment dans les guerres commerciales. Est-ce que la tendance au protectionnisme est partie pour durer avec des conséquences, on va dire, hasardeuses pour le monde ? Trump a commencé de manière très agressive et très vite, il s'est retiré. Donc la grande peur qu'on a eue dans le monde s'est restreinte de manière importante. Trump peut avoir un effet même positif à cause justement de la paix qu'il essaie d'amener entre la Russie et l'Ukraine. Et nous parlons aussi de l'idée de la Chine qui souhaite montrer ses muscles face à Taïwan et d'autres États. Selon là, les tensions politiques et géopolitiques que nous pouvons voir. De manière générale, le Standard & Poor's, avec les actions très fortes depuis 15 ans, très élevées, et si j'ignore la période du coronavirus, du Covid, les bourses bombent et tout le monde a peur. Il y a ici cet indice de la peur qui est le plus élevé au monde. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans l'or, donc l'or est très fort et très élevé. Et Warren Buffett a 380 milliards de dollars et il attend que tout s'effondre. Et le prix du pétrole a baissé, ce qui est très sympathique, en particulier pour l'Europe qui déteste les prix à payer à la Russie et à d'autres États. Donc ce sont d'excellentes nouvelles. Et ce que nous voyons, c'est qu'en fait, la croissance va être lente, en particulier en Occident. Nous parlons aux États-Unis d'1%, de 2% de croissance, 1% en Europe de croissance, ce qui est relativement bas. La grande croissance, nous la voyons dans les pays en développement. Et les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, le rouble a extrêmement augmenté et s'est renforcé, et en Extrême-Orient. Et donc, je crois que les États plus anciens sont en arrêt, doivent se renforcer, et les pays en développement vont vraiment faire un boom. Et donc, on va voir. Et puis, on voit qu'il y a une croissance plus forte que prévu aussi aux États-Unis. C'est important. En Israël, pour vous, parce que tous les indicateurs sont dans le vert en ce moment. La croissance, l'emploi, l'investissement aussi. Est-ce qu'Israël, si tout va bien, va poursuivre encore sa marche en avant ? Israël, c'est fantastique.
Israël, c'est fantastique parce que, à cause de la guerre, à cause de l'antagonisme à Israël, on pensait que le shekel s'affaiblirait, que la bourse serait faible. La bourse à Tel Aviv a augmenté de 5% cette année. C'est un chiffre complètement inconcevable. Le shekel s'est renforcé de manière très spectaculaire. Le chômage est très bas, 3% de chômage. Et d'habitude, on a même un peu plus de chômage pour qu'on puisse facilement trouver de la main-d'œuvre, et ça n'est pas le cas. Bref, l'économie est très très solide. Mais nous ne voyons pas le gouvernement investir de l'argent dans ce qui serait des moteurs de croissance. Beaucoup d'argent arrive de l'accord du gaz que nous vendons à l'Égypte. Moi, je voudrais voir des investissements vers l'avenir dans l'éducation. Je suis très inquiet de ce qui concerne l'éducation des ultra-orthodoxes, où on a une masse de personnes qui pourraient beaucoup apporter au pays et qui n'apprennent pas les disciplines de base pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Alors justement, vous parlez d'avenir et d'emploi. On parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle. Ça pourrait effectivement avoir un impact sur l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on est en train d'entrer dans une phase de transition assez périlleuse pour les économies, y compris Israël? Tout à fait. L'IA, c'est une énigme. D'un côté, on dit qu'il va y avoir des startups d'une personne, toutes les autres fonctions seront faites par l'IA, le marketing, la planification, etc. D'un autre côté, le IA, il a ses fantasmes, vous posez une question, il vous répond, et puis en réalité, il n'a rien compris. Et donc la combinaison entre les deux choses, on peut le voir en particulier dans le domaine sécuritaire. Les États-Unis parlent du fait que chaque avion de combat sera accompagné par 2 avions d'IA. Moi, ça me ferait peur de voler en sachant que j'ai 2 avions d'IA qui sont à côté de moi sans savoir ce qu'ils vont faire. Bref, on est là dans une période critique et dramatique. Encore une technologie qui renforce l'IA, c'est les ordinateurs quantiques qui vont être 1000 fois plus forts que les ordinateurs que nous connaissons. Toutes sortes de codes de banque, de crypto-monnaies que nous gardions. On disait ça prendra 200 ans à briser les codes, ça prendra quelques minutes. Il va falloir donc tout réviser et reprendre. Donc en résumé, économie mondiale très endettée, ce sera le paramètre à surveiller pour, vous pensez, pour l'ensemble des tensions géopolitiques cette année. En quelques mots. Le niveau de dette. Oui, je suis d'accord, mais je serais heureux si les dirigeants regardaient plus vers l'avenir, regardaient un peu comment aider ceux qui risquent d'être touchés et qu'ils aident ceux qui pourraient les aider. Voilà, effectivement, en tout cas, du travail pour les décideurs, notamment économiques et politiques, pour cette année. Merci beaucoup, Alex Coman, d'être venu sur notre plateau ce soir. Et merci encore une fois à Gisèle Abazon pour la traduction. Merci. Voilà, fin de cette grande édition. Tout de suite, vous retrouvez Raphaël Hassine pour Ça se débat avec ses invités. Très bonne soirée à tous sur i24.